Bon, alors je vous vois venir, je sais ce que vous allez dire, je ne suis pas objectif, je suis un fan aveugle de Spielberg, je suis un fan zouz, un Spielberg zouz, un zouz ou je ne sais quoi. Eh bien écoutez, pensez ce que vous voulez, moi je vais vous donner mon avis sincère, mais à ceux qui penseraient ça, eh ben, j'aurais déjà envie de leur dire qui est réellement objectif quand il s'agit d'apprécier de l'art. Et puis à tout cela, j'aurais aussi envie de leur dire qu'ils ne connaissent pas la détresse dans laquelle j'étais quand je suis sorti de Indiana Jones et le crâne de cristal. Vous ne savez pas le choc dans lequel j'étais quand je suis sorti du Bon Gros Géant, ou alors mon état mi-figue mi-raisin quand je suis sorti du film Lincoln. J'aime pas 1941, même si je peux apprécier certains passages. Bref, tout ça pour dire que quand je n'aime pas un film de Spielberg ou que je suis déçu, je suis capable de le dire. Même si oui, c'est difficile des fois. Mais je peux y arriver, ok? C'est pour ça que The Fabelmans, qui constitue le pire flop au box-office de toute la carrière de Steven Spielberg, avec seulement 25 millions de dollars de recettes, détrônant au passage son pire score avec L'Empire du Soleil, est pour moi son plus beau film qu'il ait réalisé depuis environ 10 ans, et j'oserais même dire que ce dernier film est un petit chef-d'œuvre. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Salut tout le monde et voilà, aujourd'hui nous allons parler du dernier film de Tonton Steven, The Fabelmans, sorti enfin en France au cinéma avec 3 mois de retard par rapport à la sortie américaine. Comme ça, tout le monde aura déjà pu le voir en téléchargement, en VOD. Il est même déjà sorti en Blu-ray aux États-Unis. Voilà, c'est trop cool ça pour l'exploitation du film en salle à l'étranger. Si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi d'une telle sortie décalée, je voudrais bien comprendre la stratégie. Alors ok, vous allez me dire, de toute façon, le film a bidé en salle aux États-Unis, donc il n'aurait pas forcément eu un meilleur destin en France ou ailleurs. Et à ça, je vous répondrai Babylone de Damien Chazelle, qui a bidé aux US, mais qui a plutôt bien marché en France. Donc, j'ai envie de dire, rien n'est forcément joué à l'avance. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir The Fabelmans sur grand écran lors d'une avant-première publique au Grand Rex en décembre dernier, et j'ai vécu une séance particulièrement magique. Il y avait une véritable osmose entre le public et le film, donc vraiment, même si on peut voir le film par d'autres moyens, allez vraiment le découvrir en salle, je vous en conjure. Bref, de quoi parle The Fabelmans? De quoi il s'agit? Eh bien, c'est tout simplement un film semi-autobiographique sur la jeunesse de Steven Spielberg. Même si le film s'appelle The Fabelmans, c'est bien la vie du réalisateur qui est dépeinte, en tout cas son enfance et son adolescence. C'est donc un film qui va nous montrer comment un jeune garçon va complètement tomber amoureux de l'art cinématographique, comment il va essayer de s'accomplir en tant qu'artiste au sein d'une famille dysfonctionnelle, et surtout comment il va se servir de sa passion pour exister et comment il va utiliser son art comme une arme pour combattre ses souffrances. Donc évidemment, quand on est comme moi, d'origine juive, passionné de cinéma depuis l'âge de 5 ans, ayant réalisé des courts-métrages amateurs avec ses amis et ayant vécu difficilement le divorce de ses parents à l'adolescence, oui, c'est sûr, je me suis senti un peu concerné par le film. Rajoute à cela Steven Spielberg, mon réalisateur préféré, qui se charge de réaliser cette histoire quasiment autobiographique, et là je crois qu'on peut dire que j'ai eu le carton plein. Donc oui, ce film a énormément résonné en moi, il m'a profondément touché en plein cœur, et il touchera aussi beaucoup de gens, même ceux qui ne partagent pas le même parcours que moi, parce que Spielberg a justement cette capacité à rendre universel son propre récit familial, à le rendre émouvant pour n'importe qui, parce qu'il n'oublie pas de faire du cinéma. Il n'oublie pas de nous concerner et parce qu'il ne tombe pas dans le piège de juste raconter sa propre vie à travers un enchaînement de scènes complaisantes où il dirait regardez comment j'ai du talent, regardez comment j'ai été un génie, comment j'ai eu du succès, etc. Non, le film de toute façon s'arrête avant le début de la carrière de Spielberg. Donc non, ce qui l'intéresse, c'est de nous montrer comment le cinéma l'a sauvé. Comment ces petites trouvailles de mise en scène étaient grisantes pour lui quand il réalisait ses premiers films. De plus, il a fait appel à Tony Kushner, avec qui il avait déjà travaillé sur Munich et West Side Story, pour écrire le scénario et donner une structure dramatique à ses propres souvenirs. Voilà, c'est pas juste une collection de souvenirs, ça reste un film intimiste, oui, mais il y a une progression dramatique dans le récit. Sans oublier, bien évidemment, la mise en scène inventive et émouvante qui va avec. Quand il nous montre par exemple la révélation qu'il a eue à 6 ans, le choc qu'il a eu pour le cinéma, dans une scène du quotidien, il met en scène le circuit d'un petit train pour enfants comme un film catastrophe et nous implique immédiatement dans l'émotion de ce petit garçon. Quand il nous montre l'arrivée d'un vieil oncle dans sa famille avec un plan filmé en contre-jour qui laisse apparaître uniquement la silhouette du personnage, il met en scène ce moment comme il filmerait l'arrivée d'un envahisseur débarqué d'une autre planète.
histoire de bien souligner le caractère étrange de cet homme. Quand il nous montre ce moment pivot de l'histoire où le jeune Sammy découvre, à l'aide d'une bobine de film, une certaine vérité sur sa famille, il met en scène cette découverte comme un thriller d'espionnage, un peu à la manière de Brian De Palma dans Blowout, en faisant des allers-retours sur la timeline du film que le personnage est en train d'examiner, avec la caméra qui tourne autour du jeune garçon comme s'il était emporté par le tourbillon de la pellicule qu'il est en train de regarder. Une scène absolument déchirante où la pellicule révèle sa vérité, une vérité dont il ne pouvait se rendre compte dans le réel, mais seulement en scrutant chaque image de cette bobine 8 mm. Comme si on était devant le film de Zapruder pour l'assassinat de JFK. Et c'est ça la force de Spielberg, c'est de transformer ce moment de quotidien familial comme un morceau de cinéma tout droit sorti d'un thriller d'espionnage. Un moment dramatique soutenu et renforcé par un morceau de musique classique joué au piano par la mère, comme s'il y avait un dialogue caché, un dialogue sous-entendu entre elle et son fils, ce qui rajoute une touche de mélancolie à toute la scène et en fait un moment de cinéma totalement déchirant, j'ai trouvé personnellement sûrement la plus belle scène du film. Bref, vous avez compris, Spielberg ne se contente pas juste de faire un ego trip complaisant où il parlerait de sa vie perso, non, il nous implique totalement dans un drame intimiste, sans jamais oublier de faire de la mise en scène et une narration visuelle toujours ingénieuse et pleine de sensibilité. Et c'est d'ailleurs exactement ça qu'on comprend quand on voit le film, que l'origine de son cinéma, eh bien, c'est cette alliance entre une grande ingéniosité et une grande sensibilité. On le comprend très bien lors des scènes de tournage d'un western, quand le jeune Sammy est complètement habité par son film et trouve en même temps des astuces pour simuler des coups de feu qui impressionneront son public de l'époque, ou alors quand il trouve un moyen inventif de simuler des explosions pour réaliser son film de guerre. Et c'est là qu'il rend un magnifique hommage au cinéma. C'est quand il nous montre la réaction du public dans une salle de cinéma face à cet exercice d'illusion, quand il nous montre une salle réagir et croire en communion à de la fiction. L'hommage au cinéma, il l'est aussi dans l'une des dernières scènes du film qui se passe dans un lycée lors d'une projection, une scène qui nous montre le pouvoir du cinéma à changer les choses dans le réel. À ce moment-là, le jeune Sammy, il est en conflit avec un de ses camarades d'école, et plutôt que d'utiliser la force physique pour se battre, il va utiliser le médium cinématographique comme une arme pour se défendre. Comme si sa caméra était l'extension de ses poings, et c'est grâce à l'émotion de son film qu'il met à terre son ennemi. Et cette alliance entre sensibilité artistique et ingéniosité, c'est clairement l'héritage que Spielberg a reçu de ses deux parents qui avaient des caractères très différents, une artiste et un scientifique, et ça, on le comprend dès le début du film quand les parents emmènent pour la première fois leur fils de 6 ans au cinéma et leur expliquent ce qu'est le cinéma avant de rentrer dans la salle. D'un côté, on a le père qui a une approche très scientifique, en expliquant le fonctionnement de la lumière sur le défilement de la pellicule, etc. Et d'un autre côté, on a la mère, grande pianiste, qui a une approche plus poétique en parlant de rêve et de magie à son fils. Et donc, en une courte scène, on comprend tout ce qui a pu nourrir la virtuosité et la puissance cinématographique de Spielberg, à savoir cette union entre sensibilité artistique et ingéniosité scientifique. Une union d'ailleurs qui sera parfaitement illustrée à la fin de Rencontre du troisième type, quand les scientifiques communiquent avec les extraterrestres à l'aide de notes de musique. Comme s'il avait réuni son père et sa mère dans son climax en conjuguant l'art et la science. Donc au-delà de l'hommage au cinéma, Fabelman c'est aussi un hommage à ses parents. Même si Spielberg a évidemment souffert du divorce, il n'y a pas de rancœur dans son film, même s'il nous montre certaines faiblesses, comme l'irresponsabilité de sa mère, ou l'incompréhension, voire le mépris du père à l'égard de la voix artistique de son fils, il n'oublie jamais de dépeindre ses parents avec beaucoup d'humanité, et de nous montrer que d'une certaine manière, eh bien, c'est grâce à eux qu'il est devenu ce qu'il est. Donc oui, le film est aussi un superbe document pour comprendre les obsessions d'un cinéaste qui aura mis beaucoup de lui dans tous ses films, pourquoi il a souvent mis en scène des familles dysfonctionnelles et des divorces, E.T., Rencontre du troisième type, Arrête-moi si tu peux, La guerre des mondes, pourquoi il a mis en scène le rapport compliqué avec le père, Indiana Jones et la dernière croisade, Hook ou La couleur pourpre. De par l'antisémitisme dont il a été victime adolescent, on comprend aussi pourquoi il a souvent mis en scène la thématique de la différence, de la peur de l'autre et de l'intolérance. Et d'ailleurs, les origines juives du personnage, bien qu'elles soient un ressort dramatique quand il subit l'antisémitisme à l'école, elles sont aussi un ressort comique, notamment quand le jeune Sammy profite de ses origines pour charmer une fille chrétienne ultra-religieuse qui pense voir en lui, eh bien, je vous en dis pas plus. Le film a des moments vraiment marrants, et il y a aussi le fameux caméo de David Lynch qui joue à la perfection le rôle d'un grand réalisateur, je vous dis pas qui.
mais voilà, c'est dans une scène absolument mémorable, drôle et instructive. Et puis, il y a ce tout dernier plan du film, absolument génial, qui brise le 4e mur et qui prouve toute l'humilité de Spielberg, puisqu'avec ce plan final, il dit au spectateur qu'on ne cesse jamais d'apprendre et que même après plus de 50 ans de carrière, il ne faut jamais oublier les enseignements de ses maîtres. Alors le casting est absolument parfait, Paul Dano qui joue le rôle du père de Spielberg, on peut le dire à ce stade-là, eh bien il campe très bien cet homme rationnel qui ne comprend pas les velléités artistiques de son fils et qui essaye de maintenir sa famille unie, quitte à cacher ses émotions et à faire semblant de ne pas voir la vérité. L'acteur qui joue le jeune Spielberg, il est excellent, il est touchant, sympathique, il a une malice communicative, on a vraiment l'impression de voir un jeune Spielberg, on rentre immédiatement en empathie avec lui. Et puis il y a Michelle Williams, qui interprète la mère de Spielberg et qui mérite à mon sens l'Oscar de la meilleure actrice, oui, malgré Cate Blanchett. Elle mérite pour moi l'Oscar de la meilleure actrice tellement je l'ai trouvée juste, authentique et bouleversante. On sent la fragilité, la frustration, la détresse, et pas seulement quand elle pleure ou quand elle fait une crise, mais derrière son sourire. Derrière une joie de vivre qui cache en réalité une grosse dépression. Donc, Oscar direct pour Michelle Williams. Évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la musique de John Williams, qui est normalement la dernière BO composée pour un film de Spielberg, puisque Papy a quand même 91 ans, il a dit qu'il partait en retraite. Bon, et bien là, pour The Fabelmans, sa musique est encore une fois excellente, c'est une musique délicate et très douce, mais toujours chargée en émotions. Mon seul regret, c'est qu'elle soit si peu présente dans le film, il doit y avoir 30 minutes de musique grand max sur 2h30 de film, et bon, ça s'explique aussi par le fait que le reste du temps, on a beaucoup de musique classique jouée par la mère au piano. Mais le truc que j'ai adoré et sur lequel je voudrais revenir, c'est la musique qu'on entend dans les derniers instants du film. Alors, vous inquiétez pas, je vous spoilerai pas, mais dans la toute dernière scène du film, je sais pas si vous avez fait gaffe, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui l'ont vu, mais en fait, la musique fait un énorme clin d'œil aux Dents de la Mer. C'est exactement les mêmes notes qu'un morceau des Dents de la Mer. Et je voulais vous faire écouter ces quelques notes, déjà avec la BO de Fabelmans. Voilà, maintenant écoutons le début d'un morceau des Dents de la Mer qui s'appelle Out to Sea. Voilà, c'est quand même très proche, et je pense que c'était intentionnel pour faire un clin d'œil musical et signifier à travers ces quelques notes que ce jeune garçon se dirige vers un destin qui l'amènera à réaliser l'un des plus grands blockbusters de tous les temps en 1975, à savoir Les Dents de la Mer. Alors même si le film a fait un énorme bid aux États-Unis, eh bien on verra ce qu'il fait en France ou ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Comme je disais, regardez Babylone. En tout cas, The Fabelmans est quand même bien parti pour les Oscars, avec 7 nominations, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure musique et meilleure actrice. Il a déjà gagné le Golden Globe du meilleur film dramatique, donc j'espère qu'il va tout remporter, puisque pour moi, c'était tout simplement le meilleur film de l'année 2022. The Fabelmans, petit film dramatique familial, mais grand film émouvant et universel, absolument passionnant pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au cinéma ou à Steven Spielberg. Un film dans lequel j'ai été ému tout le long, aussi bien par le fond que par la forme. J'en aurais bien pris encore pour 2 heures, ou j'aurais été OK pour une série télé de 12 épisodes. Bref, un petit chef-d'œuvre. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets à The Fabelmans 5 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de The Fabelmans dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez trouvé ça moyen? Est-ce que vous êtes resté en dehors du film? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur, la bienveillance. Et moi j'ai envie de vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Et d'ici là, continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao! What was your favorite part?